Bonjour à tous et bienvenue à la première webconférence Femmes et Multi. Du coup, le thème d'aujourd'hui, ça va être les risques et prise en charge de la grossesse avec une maladie vasculaire rare. Et on a avec nous 7 intervenants. Donc, le professeur Guillaume Jondeau qui va nous parler des syndromes de Marfan et apparentés. Les docteurs Smajda et Rodesh qui vont nous parler des malformations artério-veineuses cérébrales et médulaires. Le docteur Sophie Dupégiraud qui va nous parler de Randy Osler. Le docteur Michael Franck qui va nous parler donc du syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire. Le docteur Anouk Bisdorf qui va nous parler des masses superficielles. Et enfin, le docteur Stéphane Vigne pour le lymphodème. Juste une petite précision, si vous pouvez bien tous couper vos micros et d'utiliser aussi le chat donc pour poser vos questions. Et je vais laisser la parole au professeur Guillaume Jondeau. Donc, bonjour à tous à nouveau. Donc le format, c'est on a 5 minutes de questions. C'est bien ça? Oui. Alors, donc grossesse et Marfan. Eh bien, alors, diapositive suivante, s'il vous plaît, puisque c'est vous qui l'est passé. Donc, il y a deux aspects, il y a deux parties dans mon topo. La première partie, c'est le risque maternel, c'est-à-dire que la mère est atteinte. Qu'est-ce que la grossesse fait chez la mère? Diapositive suivante. Donc, la grossesse est une période à risque pour la dissection aortique. Les raisons pour ça sont de plusieurs ordres. Et il y a une augmentation cardiaque, il y a une augmentation de stress appliqué sur la paroi. Deuxième raison qu'on peut imaginer, il y a une stimulation hormonale qui peut participer, mais on ne sait pas si c'est un rôle réel ou non. Troisième raison pour laquelle il y a une période à risque, c'est l'accouchement, qui est clairement un effort. Et donc l'effort physique isométrique fait monter la tension et donc c'est un facteur de risque. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir diminuer le risque au cours de la grossesse? D'abord en faisant le diagnostic, parce que généralement chez des femmes qui n'ont pas de diagnostic que les dissections surviennent. Ensuite en mettant un traitement bêta-bloquant qui diminue la durée, le nombre de fois où le sang est éjecté dans l'aorte, le nombre de distensions aortiques. Ensuite, en limitant la durée de la grossesse, et on va faire des grossesses qui vont s'arrêter avant terme, en fonction du degré de maturité que les obstétriciens auront retrouvé, si l'aorte est dilatée, si l'aorte est très dilatée. Et enfin, on va essayer d'éviter les efforts de l'accouchement, soit par voie basse en aidant à l'expulsion, soit par voie basse toujours en faisant en sorte que l'anesthésie soit de bonne qualité. Et ça pose le problème de l'anesthésie épidurale et des problèmes qu'il peut y avoir en cas de scoliose ou d'ectasie durale qui peuvent justifier de faire une imagerie pour être sûr que le rachis lombaire permet l'anesthésie. Et enfin, en faisant une césarienne. Diapositive suivante. Donc, les facteurs de risque qu'on va éviter, c'est diagnostic non fait, pas de traitement, car pas de diagnostic. Encore une fois, c'est l'absence de diagnostic qui est vraiment le facteur clé. Donc, l'enquête familiale est vraiment fondamentale chez les enfants. Dilatation aortique méconnue qu'on voit au moment de la dissection. Et les dissections surviennent surtout au dernier trimestre, donc on va raccourcir la durée de la grossesse. Diapositive suivante. Les recommandations officielles sont, donc on va voir la prise de transmission ensuite, que si le diamètre est supérieur à 45 mm et qu'il y a une insuffisance aortique, IAO, ça veut dire insuffisance aortique, la grossesse est déconseillée et on propose une chirurgie préventive en tentant de conserver les valves. Si le diamètre de l'aorte est à moins de 40 mm, on considère que le risque est faible en l'absence de fluide aortique, ce qui est souvent le cas, et on permet une grossesse avec un accouchement par voie basse. Et on essaye de faire des échographies à la fin du premier trimestre, du deuxième trimestre et tous les mois au cours du troisième trimestre avec une échographie après l'accouchement, puisque c'est une période à risque. On donne des bêta-bloquants, donc pendant toute la grossesse et au moment de l'accouchement et après, ce qui peut poser des problèmes pour l'allaitement. Les artans sont contre-indiqués, donc il faut les arrêter absolument. Et puis, donc, accouchement sans stress, ni montée de tension artérielle, donc on dit césarienne précoce si supérieure à 40 mm ou si le diamètre augmente, et voie naturelle si moins de 40 mm, et il faut que l'anesthésie se fasse attention aux variations de volémie associées
à l'anesthésie. Et enfin, l'aspect pratique, c'est avoir les enfants le plus tôt possible. Diapositive suivante. Alors, vous avez sur le site du centre de référence, à marfan.fr, des discussions sur la grossesse, d'une part, diapositive suivante, les réponses aux questions des patients, donc la grossesse est-elle contre-indiquée, comment se déroule une grossesse, quels contraceptifs, etc. Diapositive suivante, vous avez aussi des documents qui ont été faits par l'ensemble des centres de référence et des centres de compétences et qui sont téléchargeables. Vous êtes enceinte et vous avez un syndrome de Marfan. Diapositive suivante. Votre conjointe est enceinte et vous avez un syndrome de Marfan. Autre document que vous pouvez montrer et qui a été fait avec l'ensemble des centres de référence et de compétences, comme c'est marqué en bas. Diapositive suivante. Et vous avez aussi les différents endroits où il y a les maternités, les obstétriciens qui sont en connexion avec les cardiologues pour une prise en charge optimale. Diapositive suivante. Deuxième aspect sur lequel j'irai assez vite, le risque de transmission. Donc ça, c'est quel que soit le parent atteint. Diapositive suivante. Et c'est en fait la raison pour laquelle je parle en premier, c'est que je suis le seul à avoir traité ce sujet-là. Donc pour nous, c'est une transmission dominante autosomique. Donc un parent porteur représenté en rouge ici a 2 gènes, un rouge qui est considéré comme étant pathologique et un bleu qui est normal. Le patient sain a 2 gènes normaux, puisque tous les gènes sont en double dans l'organisme, et on transmet un des 2, qui peut être soit le pathologique, et plus un des bleus de l'autre parent, et à ce moment-là, l'enfant est atteint, la dominance, soit le sain, et un des 2 parents, et l'enfant n'est pas atteint, donc il y a une chance de transmettre qui est d'1 sur 2, et ce, quel que soit le sexe de l'enfant et le parent transmetteur. Diapositive suivante. Donc ceci permet de faire éventuellement des diagnostics avant l'accouchement, quand on a la mutation, donc à 11 semaines d'aménorrhée, et on peut faire soit une biofiltrophorie, soit une myosynthèse. Il y a un risque de fausse couche associé, donc c'est pas tout à fait nul. On peut faire une analyse génétique sous certaines conditions, qui est faite rapidement, et on rend l'absence de mutation, on poursuit la grossesse, et présence de mutation avec la possibilité de faire une IMG ou de poursuivre la grossesse malgré la présence de la mutation. Diapositive suivante. Donc le deuxième, c'est le diagnostic préimplantatoire qui est un peu plus compliqué. Diapositive suivante. On implante, on fait une implantation d'un embryon non porteur, on fait une fécondation in vitro avec un ovule. Et puis, une fois que c'est fécondé, on attend que ce soit un peu multiplié, on prend une cellule, on recherche si la mutation est là, et si la mutation n'est pas là, on implante l'embryon. Réussite 20-30%. Diapositive suivante. Donc, il faut une femme jeune avec avant un bilan de fécondité pour savoir s'il y a assez d'ovules. Il faut un prélèvement chez les parents du couple et chez le couple. Il faut une stimulation ovarienne. Il faut une fécondation in vitro. Il faut un prélèvement, donc une cellule par embryon, c'est-à-dire au stade 8 cellules, on l'a dit, et une analyse génétique. Diapositive suivante. Donc, c'est quelque chose d'assez compliqué. Voilà ce que je voulais vous dire pour la grossesse et le Marfan. Merci de votre attention. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. J'en ai déjà une, c'est que pensez-vous de l'allaitement dans le syndrome de Marfan? Très bonne question. Alors, l'allaitement est quelquefois difficile du fait d'un traitement bêta-bloquant. Et donc, comme le traitement bêta-bloquant, pour certains d'entre eux, passe dans le lait, s'il y a l'allaitement avec ce type de bêta-bloquant, ça aggrave, ça entraîne des problèmes chez l'enfant, donc c'est contre-indiqué. Ensuite, il y a des bêta-bloquants qui ne passent pas dans le lait, et donc on peut penser qu'on peut donner un de ces traitements-là, mais les points de vue sont, disons, un peu discordants. Le nôtre, au centre de référence, est assez réticent à permettre l'allaitement parce qu'il y a des données animales qui montrent que des souris qui sont sevrées, qui allaitent, font plus de dissections que les souris qui n'allaitent pas. Et puis, on a des expériences personnelles un peu malheureuses qui nous ont marqués, mais il n'y a pas un consensus absolu sur ce sujet-là. Et nous, on est plutôt réticents. Et dans certains cas, les choses sont claires parce que le bêta-bloquant passe dans le lait et là, il ne faut pas. Et il ne faut pas changer de bêta-bloquant sous prétexte d'en prendre un qui ne passe pas dans le lait, parce que là aussi, on a des expériences malheureuses. Ça ne se passe pas forcément bien.
Et j'ai une autre question. Donc, quel est le rythme de surveillance imposé durant la grossesse? Alors, ce qu'on propose habituellement, c'est de faire une échographie à la fin du premier trimestre, à la fin du deuxième trimestre et tous les mois au cours du troisième trimestre. Et puis ensuite une autre après l'accouchement, qui est dans le mois qui suit l'accouchement. Il n'y a pas de règle absolue et il n'y a pas d'étude qui ait démontré qu'il fallait faire absolument comme ça, mais c'est ce qu'on a comme habitude de faire. Ok, bah, merci professeur Jean Do. On va passer maintenant aux malformations artério-veineuses cérébrales avec le docteur Smelda. Bonsoir, oui, tout à fait. Donc, nous allons aborder les malformations artério-veineuses du système nerveux central. Donc, je vais aborder les malformations artério-veineuses cérébrales et le docteur Rodège abordera les malformations artério-veineuses médulaires. Donc, nous pouvons passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, tout d'abord, quelques généralités. Donc, les malformations artério-veineuses correspondent à des vaisseaux anormaux qui présentent de façon pathologique le réseau artériel et le réseau veineux, créant dès lors un champ artério-veineux. Et ces lésions peuvent être localisées soit dans le tissu cérébral ou bien à sa surface. Alors, le mode de présentation de ces lésions peut être soit une hémorragie cérébrale, dans un peu plus de 40% des cas, soit une épilepsie, un autre déficit neurologique ou bien une découverte fortuite. Alors, la morbimortalité de ces lésions va être principalement liée au risque de rupture, au risque d'hémorragie cérébrale. Il faut savoir qu'à chaque épisode hémorragique est associé à un risque de décès environ 10% et un risque de séquelles neurologiques de l'ordre de 15%. Donc c'est significatif. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, quels sont les facteurs de risque qui vont influencer la survenue d'une hémorragie cérébrale? Alors, il y a à l'heure actuelle 3 facteurs de risque identifiés. Tout d'abord, l'antécédent hémorragique, le mode de présentation hémorragique, c'est un facteur de risque. Secondairement, le deuxième point, la localisation profonde de la malformation artério-veineuse. Et troisième point, le drainage veineux profond par la malformation artério-veineuse. En fonction de ces 3 paramètres, ce risque va varier de un peu moins de 1% par an jusqu'à 35, 34, 35%. Alors, diapo suivante. Qu'en est-il de la grossesse est-ce que la grossesse influence ce risque? On va passer à la diapo suivante. Donc, quelques généralités sur la grossesse. Donc, de manière générale, durant la grossesse, on sait qu'on a une fréquence plus élevée d'hémorragie cérébrale spontanée. Donc, chez toute femme enceinte, on a une fréquence plus élevée d'hémorragie cérébrale. Ces hémorragies cérébrales vont être responsables d'une mortalité relativement importante parce qu'elles sont responsables de 4 à 12% des décès maternels, toutes causes confondues d'hémorragie cérébrale. Et on sait que les malformations artério-veineuses sont décrites comme responsables de 8 à 38% des hémorragies cérébrales spontanées en cours de grossesse. On va passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, que dit la littérature sur le risque d'hémorragie liée à une malformation artério-veineuse en cours de grossesse? Donc, dans la littérature, la littérature est parfois confuse, voire contradictoire. Et donc, j'ai sélectionné deux articles récents et de synthèse. Donc, le plus récent a été publié dans la revue Neurosurgery en 2019. C'est une revue systématique. Le second a été un peu plus ancien dans la revue Neurologie. Et ce n'est pas une revue systématique, mais reprend un nombre important de patients. On peut passer à la diapo suivante pour voir la conclusion de ces deux articles. Donc, tous les deux concluent au fait qu'actuellement, il n'y a pas d'argument pour penser qu'il y a une augmentation du risque d'hémorragie liée à la malformation en cours de grossesse. Donc, actuellement, pas d'argument pour penser que la grossesse est un facteur de risque de rupture de ces malformations artério-veineuses cérébrales. Alors, on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît.
Et en conclusion, qu'est-ce qu'on fait en pratique? En pratique, ça va évidemment être adapté à chaque patiente et au niveau de chaque équipe, chaque prise en charge. Une patiente qui a une malformation artério-veineuse cérébrale et qui n'a pas d'antécédent hémorragique, eh bien, on ne va pas contre-indiquer une grossesse. Une patiente qui a une malformation artério-veineuse cérébrale qui a précédemment saigné, un traitement au préalable va se discuter, va être envisagé. Une patiente qui a une malformation artério-veineuse cérébrale et qui est traitée complètement, elle, il n'y aura pas de prise en charge spécifique en cours de grossesse. Et si la malformation artério-veineuse est découverte au cours de la grossesse, au cours d'une hémorragie, là, le traitement de la malformation sera envisagé en fonction de la situation clinique et radiologique. Donc, je vais maintenant laisser la parole au docteur Odèche, qui va aborder les malformations artério-veineuses médulaires. Merci Stanislas, bonjour à tous. Donc, je vais compléter la diapositive suivante, la situation des MAV médulaires associées à la grossesse. Donc comme Stanislas vous l'a dit, les MAV cérébrales sont rares, les malformations de la moelle épinière sont encore plus rares, parce qu'elles sont à peu près 10 fois moins fréquentes encore que les MAV cérébrales. Ce sont des déficits progressifs le plus souvent, ou alors aigus, qui sont constitués d'hémorragies médulaires, qui sont la présentation clinique la plus fréquemment rencontrée. Le pronostic spontané de ces malformations artério-veineuses de la moelle épinière est grave, puisqu'à peu près 60% des patients voient une dégradation progressive au cours de la découverte, après la découverte de ces malformations, mais rythmée par des épisodes aigus qui sont alors le plus souvent hémorragiques. Alors, il y a une étude chinoise récente qui montre que le risque annuel de détérioration est d'environ 31% sur les risques de dégradation générale, aigu presque 10% et progressif 18%. Alors à Foch, nous avons la chance d'avoir dans notre base de données 215 malformations artério-veineuses médulaires qui ont été recensées de ces 10 dernières années, dont 10 qui ont été étudiées et qui ont été révélées pendant la grossesse. Bon, j'ai le plaisir de vous dire que nous avons justement cette casuistique qui vient d'être acceptée pour publication dans le Journal of Neuroradiology la semaine dernière, et tout ça va être donc disponible dans la littérature prochainement. Image suivante. Alors, la présentation clinique de ces MAV pendant la grossesse. Dans 80% des cas, c'était des lésions, c'était des manifestations hémorragiques, qui étaient soit des hémorragies méningées, soit des hématomyélies. Une proportion plus importante dans la population de la femme enceinte, plutôt que chez les femmes non enceintes, où c'est un risque de 67-68% à peu près d'hémorragie qui existait. Âge de présentation, rien de particulier, ce sont chez les femmes en âge de procréer. Ce qui est intéressant, c'est que ces hémorragies médulaires surviennent principalement au cours du 3e trimestre de la grossesse, quelques rares cas dans notre série au 1er ou 2e trimestre. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que bien qu'aucun traitement n'ait été réalisé au cours de la grossesse, ces patientes vont récupérer neurologiquement après l'accouchement, comme s'il y avait après l'accouchement la levée de cet orage hormonal qui est représenté par la grossesse, puisque 80% de ces patientes vont spontanément récupérer, et même de façon assez satisfaisante, totale ou partielle. Je vous le disais, aucun traitement n'a été effectué pendant la grossesse. 7 patientes ont été embolisées après l'accouchement, sans qu'il y ait eu de récidive hémorragique durant la grossesse elle-même. Une patiente a bénéficié d'une interruption de grossesse à sa propre demande, et 2 lésions ont été réséquées chirurgicalement. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir, c'est qu'une fois que les lésions ont été embolisées au préalable, les grossesses ultérieures se sont passées sans aucune conséquence permanente. Il y a pu y avoir des aggravations transitoires pendant la grossesse, mais qui là aussi se sont améliorées spontanément en post-accouchement. Image suivante. Donc, simplement, en conclusion, rappelons que les MAV médulaires et la grossesse, ce sont des symptômes qui sont le plus souvent liés à des hémorragies, qui surviennent le plus souvent au cours du 3e trimestre de la grossesse, avec une récupération clinique qui est fréquente après l'accouchement. Alors, il n'y a pas du tout de base de données qui explique s'il faut faire une césarienne plutôt qu'un accouchement par voie basse. On suit les recommandations classiques qui sont ceux d'une césarienne, mais rien n'est prouvé véritablement. Il n'y a pas de renseignement précoce
habituellement, ce qui fait que le traitement après l'accouchement est le plus souvent réalisé et là aussi le plus souvent par embolisation. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il ne faut surtout pas faire en cas d'hématomyélie des évacuations de l'hématome, parce que les situations qu'on avait déjà rencontrées à l'époque dans les premiers papiers qu'on avait fait sur la moelle montraient que ces évacuations chirurgicales étaient grevées d'aggravation de l'état clinique ultérieure. Donc les grossesses ultérieures, elles sont permises, oui, mais après embolisation de la lésion et stabilisation au maximum de l'architecture lésionnelle. Ce qui correspond également au fait que si une MAV est connue chez une femme qui est désireuse d'avoir une grossesse, elle est tout à fait susceptible de bénéficier de cette grossesse ultérieurement, mais une embolisation préalable doit être effectuée de façon à stabiliser la lésion, décongestionner le système veineux pathologique et éviter les accidents plus graves qui peuvent survenir et qu'on vous a décrits. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Dr Smajda et Dr Rodèche. On a reçu quelques questions. Avec une malformation artério-veineuse occipitale droite, mon neurologue, d'après des études, m'a dit que je pourrais accoucher par voie basse. Est-ce toujours le cas? Allô? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, il n'y a pas de données actuellement dans la littérature claire qui dirait qu'il faut imposer un accouchement par césarienne ou par voie basse. Donc, effectivement, ce point-là est laissé à l'appréciation des équipes qui prennent en charge la patiente en fonction des données cliniques et radiologiques. Autre question, quels sont les risques d'une grossesse sur les patients portant une MAV embolisée? Alors, si on parle je vais répondre pour le versant cérébral, M. Rodèche répondra pour le versant médulaire éventuellement, mais globalement, si la MAV est complètement embolisée, il n'y a pas de risque spécifique. Si la malformation est complètement traitée, il n'y a aucun risque. C'est une lésion qui n'existe plus, qui est cicatricielle, et il n'y a pas de problème. Si la malformation est partiellement traitée, il faut pousser la partielle jusqu'au maximum de ses possibilités. Et à ce moment-là, notamment au niveau médulaire, il peut y avoir des petits décrochages, mais non hémorragiques au cours de la grossesse, mais qui vont, comme je vous le disais, récupérer en post-accouchement, une fois que tout l'équilibre hormonal sera retrouvé. Alors, je vous remercie. Et une dernière question. Qu'en est-il du risque de transmission et nécessite-t-il un conseil génétique? Stanislas, tu veux répondre? Oui, tout à fait, mais tout dépend si la malformation se présente dans le cadre d'une atteinte, on va dire, génétique, tel qu'un Randy Osler ou tel qu'un syndrome de malformation capillaire, malformation artério-veineuse, ce qui est relativement rare. Dans ce cas-là, effectivement, on peut faire une recherche génétique chez la personne, et là, il pourra y avoir un conseil génétique en cas de grossesse. Mais chez les malformations artério-veineuses sporadiques, il n'y a pas de risque actuellement connu de transmission. J'ai une dernière question qui nous vient du forum, qui est similaire à celle de tout à l'heure, mais pour une MAV partiellement traitée, est-il possible d'accoucher par voie basse? Ben, oui, c'est de nouveau, c'est un peu la même réponse que tout à l'heure, hein. Ça va être laissé à l'appréciation de l'équipe qui prend en charge la patiente, dans le sens où il n'y a pas de données claires dans la littérature qui nous ferait dire qu'on doit absolument traiter complètement cette malformation artério-veineuse. Maintenant, en fonction de différents paramètres, on sera éventuellement amené à essayer de compléter le traitement au maximum avant de permettre la grossesse pour certaines patientes. Et en fonction de certains paramètres, certaines équipes vont conseiller plutôt de faire un accouchement par césarienne plutôt que par voie basse afin d'éviter les effets de poussée et les pics hypertensifs. Tout à fait. D'accord, merci. Donc, on va maintenant laisser la parole au docteur Sophie Dupuy-Gérin. Bonsoir, donc je vais vous parler de la maladie de Randy Osler. Diapositive suivante.
Voilà, donc juste quelques mots pour rappeler ce qu'est la maladie de Rendu-Osler. Donc, c'est une maladie avec une atteinte du capillaire. Donc, la transition a été parfaite avec les malformations artério-veineuses cérébrales et médulaires. Donc, les capillaires sont les plus petits vaisseaux qui font la jonction entre les veines et les artères. Et les symptômes de la maladie de Rendu-Osler, les signes, donc comportent des signes qui sont visibles, qui sont les saignements de nez et les télangiectasies, ces petits points rouges sur la peau, et des malformations artério-veineuses qui peuvent concerner certains organes. Les premiers, donc le cerveau et la moelle épinière, c'est peu fréquent, c'est chez à peu près 5% des patients. Le poumon, c'est plus fréquent chez 30 à 50% des patients. Le foie, chez à peu près 80% des patients avec une atteinte le plus souvent minime. Et au niveau digestif, il peut y avoir des télangiectasies digestives chez environ 20% des patients. Je précise qu'il n'y a pas d'atteinte gynécologique, parce que c'est une question qu'on a souvent. Pas d'atteinte au niveau de l'utérus, des ovaires, donc pas de risque d'hémorragie du postpartum ou pendant l'accouchement liée à la maladie de Rendu-Osler. Ça, vraiment, c'est une complication que l'on n'observe pas. Diapo suivante. Juste quelques précisions par rapport à la génétique et à la maladie de Rendu-Osler. Donc, c'est une maladie génétique avec dans plus de 90% une mutation d'un des deux gènes endoglines ou ALK1 retrouvés. Et comme pour la maladie de Marfan, le mode de transmission est de type dominant autosomique, c'est-à-dire quand un parent est atteint, le risque de transmettre à chacun de ses enfants, quel que soit le sexe, est de 50%. Le risque de transmettre la mutation avec des tableaux qui sont parfois très différents. Donc juste, j'ai rappelé cela juste pour dire un petit mot du diagnostic prénatal. Comme la mutation est connue chez à peu près presque la totalité des patients, techniquement, le diagnostic prénatal est possible. Toutefois, je rappelle que le diagnostic prénatal, selon les textes légaux, est réservé aux maladies d'une particulière gravité et incurables. Et donc, le plus souvent, on n'est quand même pas dans cette situation pour la maladie de Rendu-Osler. La durée de vie est normale dans la maladie de Rendu-Osler. La gêne est surtout, dans la majorité des cas, liée aux épistaxis. Et donc, on est rarement dans ce contexte et on a rarement des demandes de diagnostic prénatal. Encore une fois, elles peuvent se rediscuter au cas par cas, mais ça reste une situation exceptionnelle. Diapositive suivante. Voilà, donc plus spécifiquement pendant la grossesse, qu'est-ce que l'on peut observer? Donc le plus fréquemment, on peut observer une augmentation des saignements de nez. Et donc ça, c'est un point important parce qu'il y a des mesures préventives à prendre pendant la grossesse pour limiter le risque d'anémie. Et donc l'humidification nasale est conseillée tout le temps à tous les patients, mais donc particulièrement pendant la grossesse. Et la supplémentation martiale, donner un traitement par fer-péros, est très important. L'augmentation des télangiectasies peut être observée, mais rarement grave, enfin rarement embêtante. Concernant les malformations artério-veineuses cérébrales dont j'ai parlé tout à l'heure, donc au niveau cérébral et moelle épinière, on ne fait pas un dépistage systématique des malformations artério-veineuses cérébrales avant la grossesse. Donc juste un petit point par rapport aux malformations artério-veineuses médulaires. Jusqu'à il y a peu de temps, il était écrit dans les recommandations qu'il fallait dépister les malformations artério-veineuses médulaires avant une péridurale. Les nouvelles recommandations qui viennent d'être publiées, recommandations internationales publiées tout récemment ce mois-ci en septembre, ne recommandent plus l'IRM médulaire avant l'accouchement pour permettre une péridurale. C'est un élément vraiment important parce qu'il n'y a jamais eu en fait de complications observées dans la maladie de Rendu-Osler sur des malformations artério-veineuses médulaires lors d'un geste de péridurale. Ça reste des complications extrêmement rares. Donc ensuite, le poumon. Pour le poumon, il est vraiment important de faire un dépistage des malformations artério-veineuses pulmonaires avant la grossesse. Ce dépistage peut se faire par deux techniques, soit l'échographie cardiaque de contraste, soit le scanner. Et c'est vrai que le scanner est à éviter pendant la grossesse, donc vraiment recommander un scanner avant grossesse. Pendant la grossesse, bien surveiller la saturation en oxygène pendant toute la grossesse et bien sûr la clinique. Il est clair que si la patiente présente un tableau clinique, là on va faire un suivi plus spécifique, mais ce qui est rare. Et bien sûr, prévenir toute patiente qu'en cas d'hémoptysie pendant la grossesse, une hospitalisation, une consultation immédiate est nécessaire. Il faut bien différencier, enfin les patients en général ont bien l'habitude de différencier des épistaxis des hémoptysies.
Concernant l'atteinte au niveau du foie, donc là, de la même manière, le plus souvent, elle a été dépistée avant la grossesse et elle est le plus souvent peu sévère. On recherche à l'interrogatoire des douleurs hépatiques et un essoufflement avant la grossesse qui peut être lié à une atteinte hépatique du fait d'un shunt intrahépatique qui entraîne un hyperdébit cardiaque. L'atteinte digestive est extrêmement rare et pose peu de problèmes pendant les grossesses. Diapo suivante. Voilà, nous avons repris, alors il y a plusieurs études dans la littérature. Nous allons publier les données d'une étude qu'on vient de faire qui porte sur 562 grossesses. Donc c'est une étude rétrospective, donc avec des biais, des grossesses anciennes, mais malgré tout, je pense que c'est des données assez intéressantes. Donc des grossesses sans aucune complication notée, 60%. Voilà, des grossesses avec des complications peu sévères, 38%. Donc vous voyez que dans la majorité des grossesses, pas de complications sévères. Donc les complications peu sévères sont surtout l'augmentation des saignements de nez pendant la grossesse, l'augmentation du nombre de télangiectasies et parfois le saignement de ces télangiectasies. Les complications sévères que je vais détailler après sont peu fréquentes, inférieures à 3%. Et j'insiste sur le fait que dans cette étude, les complications sévères n'ont été observées que chez les patientes chez qui le diagnostic n'avait pas été fait avant la grossesse. Donc c'est vraiment un élément important. Alors je modère un peu ça parce que une étude anglaise a montré malgré tout de rares complications sévères chez des patientes qui étaient déjà traitées. Donc voilà, il faut malgré tout rester vigilant, même chez les patientes dont le diagnostic est fait. Mais malgré tout, je pense qu'on peut éliminer beaucoup de complications si les patientes sont dépistées avant la grossesse. Diapo suivante. Donc, parmi les complications sévères, elles sont en fait surtout liées aux malformations artério-veineuses pulmonaires qui, du fait de l'augmentation du débit cardiaque, si elles ne sont pas diagnostiquées avant la grossesse, si elles sont volumineuses, peuvent entraîner des complications telles que le saignement, donc l'hémoptysie, l'hypoxémie. Le saignement peut être aussi un hémothorax, hein, parfois, ça a été aussi décrit pendant la grossesse. Et elles peuvent entraîner aussi, du fait du shunt droit-gauche, des accidents vasculaires cérébraux. Donc, c'est les 3 types de complications qui sont rarement observées. Il peut y avoir des complications liées chez les patientes qui ont à la fois des malformations artério-veineuses pulmonaires et hépatiques. Et on a pu observer un cas d'œdème aigu du poumon chez une patiente qui avait à la fois en fait une hypoxémie qui n'était pas diagnostiquée avant la grossesse et un hyperdébit cardiaque. Et nous avons eu un cas d'ischémie biliaire chez une patiente qui avait de volumineuses malformations artério-veineuses hépatiques qui n'étaient pas diagnostiquées, mais c'est un cas très ancien, on connaissait moins bien ces complications à l'époque, et la patiente a eu une transplantation hépatique avec une interruption médicale de grossesse. Voilà, donc des complications qui restent extrêmement rares. Parmi les complications du postpartum, elles sont rares également. On a observé une thrombose veineuse profonde et un saignement au niveau d'une télangiectasie de la langue qui justifie un geste ORL, mais voilà, sans complications. Diapo suivante. Il y a aussi des complications non spécifiques de la grossesse, mais qui ne sont pas plus fréquentes qu'en dehors de la maladie de Ranvier-Hössler. Donc pas d'augmentation du risque d'hypertension, de prééclampsie, de diabète gestationnel et de prématurité. Diapo suivante. Voilà, donc en résumé, et les messages qui me semblent importants, c'est que si vous voyez une patiente qui a une maladie de Ranvier-Hössler ou si vous avez une maladie de Ranvier-Hössler, vraiment consultez auprès d'un centre expert. Il y a beaucoup de centres de compétences en France. Avant la grossesse, c'est vraiment important pour que l'ensemble des explorations soient faites avant, ce qui permet d'avoir une grossesse beaucoup plus tranquille. En cas d'hémoptysie, consultez aux urgences immédiatement. Un point important, donc, c'est vraiment de prévenir la carence en fer, qui reste une des complications les plus fréquentes dans la maladie de Ranvier-Hössler, et rassurer les patientes quand même en leur disant que les complications sévères pendant la grossesse sont rares et il ne faut pas que ce soit une période stressante. Donc, je n'ai pas parlé du mode d'accouchement, mais c'est un accouchement normal dans la grande majorité des cas. Il n'y a pas de modification du mode d'accouchement. Voilà. Diapo suivante. Voilà, je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. On a reçu quelques questions. Des fistules artério-veineuses chez le fœtus sont-elles possibles? Alors, les malformations artério-veineuses, on le sait, certaines, ce n'est pas fréquent, mais peuvent être présentes avant la grossesse. Alors, ce n'est pas non plus étudié spécifiquement, donc je pense que c'est difficile, mais on sait qu'il y a des enfants qui naissent avec des malformations artério-veineuses pulmonaires ou cérébrales. Donc oui, les complications pendant le fœtus sont rares.
Il y a des cas de complications neurologiques chez le fœtus, probablement se présentent à la naissance, entre autres des hémiplégies infantiles, dont le mécanisme n'est pas très bien connu, mais ça reste des choses exceptionnelles. Dans la grande majorité des cas, les enfants naissent sans symptômes apparents. Quel est le bilan minimum chez les femmes avant la grossesse? Alors, je dirais que c'est ce qu'on fait comme bilan chez tout patient qu'on voit avec une maladie de Randu-Hössler. C'est au niveau pulmonaire, vraiment rechercher les malformations artério-veineuses pulmonaires, parce que ça, tout le monde est bien d'accord pour dire qu'il faut traiter ces malformations artério-veineuses pulmonaires qui, du fait du shunt droit-gauche qu'elles entraînent, exposent vraiment, même si elles sont asymptomatiques, à un risque d'accident vasculaire cérébral et d'abcès cérébral. Donc, c'est vraiment important. Donc, alors, soit l'écho cardiaque de contraste, soit un examen qui est plus facile à obtenir, c'est un scanner thoracique sans injection, donc avant la grossesse, ça c'est vraiment important. Ensuite, l'échographie Doppler hépatique est recommandée pour dépister d'éventuelles malformations artério-veineuses hépatiques. C'est un examen qui n'est pas dangereux, qui est facile d'accès. Donc je dirais que c'est vraiment ces deux examens qui me semblent, en plus de l'examen clinique, hein, mais si l'examen clinique est normal, c'est vraiment les deux examens qui me semblent importants et qui sont recommandés. On a reçu une dernière question. Y a-t-il des contre-indications à la grossesse dans certaines formes? Oui, alors il y a toujours des formes rares et sévères. Donc il y a des patientes qui ont des formes particulièrement sévères avec des malformations artério-veineuses pulmonaires diffuses et des hypoxémies extrêmement sévères qui contre-indiquent une grossesse. De la même manière, une atteinte hépatique extrêmement sévère avec un hyperdébit cardiaque très sévère peut également contre-indiquer une grossesse. Ça reste vraiment des formes exceptionnelles. Merci, docteur Dupuy-Giron. Merci à vous. On va passer la parole au docteur Michael Frank. Oui, bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Je suis Dr Michael Frank, médecin dans le centre de référence des maladies vasculaires rares de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Je vais vous parler donc de la grossesse au cours du syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Un rapide rappel sur ce qu'est un syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire. C'est donc une maladie génétique rare causée par des mutations dans le gène COL3A1 qui code pour le collagène de type 3. C'est une maladie qui a une transmission autosomique dominante dans l'immense majorité des cas, c'est-à-dire qu'il existe un risque de transmission de 50% aux enfants pour cette maladie. Et elle a la particularité d'avoir un effet dominant négatif, c'est-à-dire que l'allèle muté va interférer avec le fonctionnement du deuxième allèle qui, lui, n'est pas muté, et au final aboutir à un déficit en protéines dans l'immense majorité des cas, très important, non pas de 50% attendu, mais plutôt de 80%. Les principales mutations qui sont connues pour être à l'origine d'un syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire sont les substitutions glycine dans une zone du gène qui va coder pour ce qu'on appelle la triple hélice du collagène de type 3. Le deuxième type de mutation sont des mutations d'épissage et des insertions et des délétions dans ce même gène. Et le troisième grand type sont les mutations d'haploinsuffisance qui, elles, ont la particularité de ne pas interférer avec la fabrication du collagène ou avec le fonctionnement de l'allèle non muté et donc d'être à l'origine d'un déficit en collagène de type 3 moindre de 50% très précisément. C'est une maladie qui est à l'origine d'une fragilité d'organes diffuse et qui se manifeste dès l'âge adulte par des accidents artériels spontanés, des dissections essentiellement, plus rarement des ruptures artérielles, des perforations digestives chez certaines patientes ou certains patients. Donc la troisième grande complication sont les complications obstétricales avec des ruptures utérines gravidiques ou des accidents artériels en cours ou en fin de grossesse. C'est une maladie qui a une pénétrance complète, c'est-à-dire que lorsqu'on est porteur de la mutation, on va exprimer la maladie, mais l'expression de la maladie est très hétérogène pour un type ou une mutation donnée. Il peut y avoir de grandes variations dans une même famille
avec une sévérité très variable que pour l'instant n'explique que partiellement. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Rapidement, un rappel de la physiologie ou de l'effet hormonal sur l'effet cardiovasculaire et donc l'effet hémodynamique des modifications engendrées par la grossesse, c'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation très rapide du taux d'œstrogène dès le début de la grossesse, qui va être à l'origine d'une vasodilatation, mais surtout d'un état d'hypervolémie. Cet état d'hypervolémie va augmenter le travail cardiaque et donc a également un effet direct sur les artères du fait de la vasodilatation. Et donc, on assiste rapidement à une augmentation de la fréquence cardiaque des femmes enceintes, une augmentation du débit cardiaque et une augmentation au troisième trimestre du volume plasmatique de l'ordre de 30 à 40%. Donc, on peut aisément imaginer que sur des vaisseaux qui sont fragilisés, tout ça peut avoir des effets directs. Il y a également une augmentation de la sécrétion de progestérone qui, elle, va lutter contre l'état d'hypervolémie en adaptant le lit vasculaire par une vasorelaxation, histoire que l'organisme puisse absorber tout ce volume sans complication. La progestérone a également un effet relaxant sur l'utérus. Et enfin, il y a une troisième hormone qui est plutôt un régulateur de l'accouchement, qui est l'ocytocine, et pour lequel il y a quelques données expérimentales qui pourraient suggérer que l'ocytocine pourrait avoir un rôle délétère sur les artères, surtout après l'accouchement. Donc, c'est une hormone dont la concentration est relativement constante au cours de la grossesse, elle va augmenter progressivement, et puis il va y avoir des pics de sécrétion au moment du travail. Diapositive suivante. Ah voilà, dernière chose, donc apparaît, si on peut revenir à la diapositive antérieure, à partir de la 24e semaine d'aménorrhée, apparaît en plus de tous ces effets cardiovasculaires, une compression mécanique par le bébé sur les vaisseaux abdominaux. Donc toutes ces modifications hormonales sont considérables, ont un effet sur le réseau artériel, et elles vont donc évidemment rétrocéder ou disparaître rapidement après l'accouchement. Donc il y aura un effet à nouveau sur les vaisseaux, mais inverse. Donc cette fois-ci, diapositive suivante. Du fait donc de ces modifications et de la fragilité existante, notamment artérielle, des patientes avec un syndrome des tendinoses vasculaires, toute grossesse est considérée à haut risque. Dans les études publiées et dans les études faites dans le centre de référence, on a estimé le risque de complications maternelles dû directement au syndrome des lésions vasculaires de 13%, pardon, et qui sont constituées par les complications habituellement observées, donc la rupture artérielle, des dissections, principalement de l'aorte, notamment au niveau de l'aorte abdominale. La rupture utérine, évidemment en fin de grossesse, peut être favorisée par le travail. On a également noté d'autres perforations, donc la survenue de perforations du côlon en cours de grossesse et des fistules carodido-caverneuses. Il y a un deuxième type de complications qui sont donc plus spécifiquement obstétricales et qui sont de l'ordre de 48%, donc près d'un accouchement sur deux, qui sont plus ou moins graves. Ils sont caractérisés donc principalement par une rupture prématurée des membranes, qui est à la fois le fait de la présence du gène muté chez la maman et parfois aussi chez le nouveau-né, qui est à l'origine de la fabrication de ces fameuses membranes. Tout cela entraîne des menaces d'accouchement prématuré et une prématurité qui est très fréquente du fait de la fragilité de ces membranes. On a également noté que les accouchements par voie basse sont source de complications, notamment périnéales, avec des déchirures à un stade significatif présentes chez quasiment une patiente sur deux accouchant par voie basse. À l'inverse, la césarienne elle-même est également source de complications puisqu'elle est invasive et elle est associée à des complications hémorragiques. Là, sont notées uniquement des complications hémorragiques significatives, donc de l'ordre de un tiers des gestes réalisés. La césarienne peut également être à l'origine de blessures d'organes adjacents, comme la vessie par exemple. Tout cela aboutit à une augmentation du risque de mortalité maternelle qui a été estimée aux États-Unis à 5,8%.
et qui est estimé chez nous à 6,4%, donc c'est des données relativement homogènes, sachant que la mortalité maternelle en France est de l'ordre de 10 femmes pour 100 000 accouchements, ce que reviendrait à un facteur 6000, donc une augmentation quand même très, très, très importante du risque pour la maman porteuse d'un set vasculaire. D'une façon relativement notable, on n'a pas noté de décès chez les patientes porteuses de ces variants d'haploïnsuffisance, c'est-à-dire des patients qui ont 50% de collagène de type 3 au lieu de seulement 20%. Diapositive suivante. Donc l'accouchement, comme on l'a noté tout à l'heure, est lui associé à la survenue de complications locales et artérielles. Donc pour le choix du mode d'accouchement, c'est déterminant. Et la césarienne, donc d'un autre côté, elle est source de complications hémorragiques significatives. Elle permet de limiter le stress artériel en évitant ces pics de sécrétion d'ocytocine. Elle permet également d'éviter le risque ou de limiter le risque de rupture utérine en cours de travail et éventuellement le risque de manœuvre sur l'utérus au moment de l'accouchement par voie basse avec les artères qui sont en regard. Évidemment, le choix du mode d'accouchement va être discuté au cas par cas et une espèce de balance bénéfice-risque qui est toujours discutée. Et on voit en illustration à droite une dissection sur une aorte abdominale et sur des axes iliaques. Et si vous imaginez avoir devant cela un utérus gravide qui appuie dessus, forcément on peut comprendre que un accouchement par voie basse, là dans cette situation, ne va pas forcément être le mode d'accouchement le plus approprié. Rapidement sur le nouveau-né, il nécessite bien entendu une surveillance spécifique, transitoire, d'une part parce qu'il y a un risque d'hypoglycémie néonatale, qui est la conséquence de la prise de bêta-bloquants par la mère. Alors les patientes françaises sont traitées par céliprolol, qui a un très faible effet hypoglycémiant. Ils ont également besoin d'une surveillance fréquemment parce qu'ils naissent prématurément, et donc il peut y avoir une immaturité pulmonaire que l'on essaie de prévenir par des protocoles spécifiques. D'une façon plus anecdotique, donc ont été rapportés chez un certain nombre de patients atteints de sette vasculaire, donc de nouveau-nés, une hypotonie transitoire à la naissance, qu'on appelle le floppy infant syndrome. Il peut évidemment y avoir d'autres anomalies congénitales dues à la maladie au cas où l'enfant serait atteint, comme le pied-bot ou éventuellement, ou plus rarement, une luxation congénitale de hanche. On a également observé des constrictions, des brides amniotiques qui peuvent éventuellement avoir un effet sur les membres ou les extrémités. Une fois que la maman a accouché, donc le risque n'est pas nul, il reste même très élevé puisqu'il y a toutes ces modifications hormonales ou la normalisation des taux d'hormones qui ont des effets importants sur les vaisseaux. Donc le postpartum est une période à très haut risque d'accident artériel. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc en conclusion, donc la grossesse augmente d'une façon significative le risque de complications d'organes et le risque de décès des patientes qui sont atteintes de cette maladie. Elle n'altère néanmoins pas le pronostic global de la maladie, à savoir que donc la grossesse n'est pas un facteur aggravant dans l'évolution du syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire. Elle revient à prendre un risque calculé de survenue de complications, d'une complication qui aurait pu survenir également en dehors d'une grossesse. Il est très important d'avoir une consultation préconceptionnelle avec la patiente et avec une équipe multidisciplinaire. Et cela, évidemment, lorsque le diagnostic est connu, parce que cela permet de faire le point sur la pathologie et son évolution et de programmer des examens de contrôle si besoin, notamment un bilan artériel et surtout un bilan de l'aorte abdominale, de ses branches, des artères iliaques, toutes les artères qui sont directement en regard de la présentation. Le patient doit bien sûr être informé du risque, la patiente donc du risque qu'elle prend, également sa famille. C'est aussi le moment de discuter des possibilités de diagnostic prénatal. Comme l'a dit Guillaume Jandot tout à l'heure, il faut bien entendu adapter les traitements au vu d'une grossesse, puisque les antagonistes de l'angiotensine sont formellement contre-indiqués, doivent être interrompus. Le traitement par céliprolol, lui, sera poursuivi pendant toute la durée de la grossesse et après l'accouchement. La grossesse elle-même, si elle a lieu, donc, est
et justifie donc une surveillance spécifique, qui sont des consultations mensuelles jusqu'à 34 semaines d'aménorrhée, plus fréquentes après, associées à une surveillance vasculaire, le plus souvent par écho-Doppler, tant que c'est possible, tant que l'utérus n'est pas pris une place trop importante. Le mode d'accouchement fréquemment utilisé est celui de la césarienne, pour éviter un certain nombre de complications dont on a parlé précédemment, mais son intérêt ou son bénéfice pour la patiente n'a jamais été formellement démontré, ne pourra probablement jamais l'être du fait de la rareté de cette pathologie. Voilà, j'espère avoir à peu près tout dit et je vous remercie pour votre attention. Merci, docteur, pour votre présentation. On a reçu quelques questions. Quelle est votre expérience de la PMA dans cette situation? Alors, le problème de la PMA, c'est que, tout comme le diagnostic préimplantatoire, c'est la nécessité d'une stimulation ovarienne. Et la stimulation ovarienne, dans cette pathologie-là, enfin, on a plusieurs exemples d'accidents artériels survenus en cours de stimulation ou quelques jours après la fin de la stimulation. Donc, la PMA en soi est certainement possible, mais il existe un risque de complications artérielles à cause de la stimulation ovarienne et on ne sait pas encore si c'est une stimulation enfin, si on peut adapter la stimulation, donc si c'est un risque dose dépendant ou non. Donc ça nécessitera encore quelques années d'exploration et de surveillance pour avoir une réponse à cette question. Et existe-t-il des contre-indications au DPN ou au DPI chez les femmes qui sont asymptomatiques mais porteuses du variant pathogène COL3A1? Des contre-indications? Oui. Ben, je vois pas. Enfin, disons que quand on fait un diagnostic prénatal, il y a un risque de fausse couche. Donc, il peut y avoir des contre-indications éventuellement gynécologiques ou obstétricales. Donc, ça, c'est plutôt du ressort du gynécologue. Sur le principe, je ne pense pas qu'il y en ait. Après, ces dossiers sont discutés dans des comités d'éthique, puisque ça nécessite comment dire, une intervention. Enfin, c'est une intervention un petit peu particulière, donc ce sont des indications qui sont généralement validées et pour lesquelles on recherche des contre-indications au préalable. Y a-t-il un plus grand risque de prématurité? Oui, comme je montrais tout à l'heure, la prématurité est très fréquente dans le centre des lésions vasculaires, même en l'absence d'intervention par une césarienne précoce. Et ceci est le fait de deux choses. D'une part, le fait que la maman soit porteuse de la maladie a été démontré que ça avait une influence sur une rupture prématurée des membres. Comme le bébé, donc souvent on ne sait pas si le bébé est atteint ou non, mais la survenue d'une rupture prématurée des membranes et donc d'un accouchement prématuré est également le fait de la possible présence de la mutation chez le nouveau-né. Donc ça, c'est absolument très courant. Alors, je vous remercie. On a une dernière question. Quelle est votre expérience du dépistage prénatal dans cette situation? Alors personnellement, je n'en ai pas. Dans le cas du SET vasculaire, en tout cas, nous, on le propose systématiquement aux patients. Lorsque le diagnostic est connu, c'est quelque chose qui n'est pas simple, c'est des décisions difficiles à prendre parce que le diagnostic prénatal implique qu'en cas de positivité du test chez le nourrisson, enfin le fœtus, on interrompt la grossesse, ce qui est une décision extrêmement difficile à prendre pour la famille. Donc c'est une situation très complexe, très difficile. D'accord, merci. On va recevoir une dernière question. Le geste du DPN pourrait augmenter le risque de rupture d'organes? Non, alors ça n'augmente pas le risque de rupture d'organes en soi, ça augmente le risque de fausse couche, puisqu'il peut y avoir des blessures au niveau du fœtus et des enveloppes et du placenta. Donc ça, c'est des complications classiques qui sont valables pour toute grossesse lorsqu'on réalise un DPN. Probablement que le risque est un petit peu plus élevé chez une patiente avec un syndrome des lésions vasculaires du fait de la fragilité tissulaire. D'accord, merci docteur.
On va passer la parole au docteur Anouk Gisdorf. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que la connexion ne va pas couper, parfois ça coupe au bout d'une heure. Donc, diapo suivante. Vous m'entendez? Oui, d'accord. Donc, les MAV superficielles congénitales sont des lésions congénitales, donc bénignes, et elles peuvent évoluer par poussée pendant la grossesse. Sur la diapo que vous voyez, initialement, les deux lèvres qui sont représentées, la première, elle a été stimulée par une contraception orale et puis elle a eu un traitement partiel et qui a fait que sa malformation a donc secondairement augmenté pendant la grossesse, ainsi que sur le cas qui est représenté sur les deux images inférieures, où il s'agit également d'une malformation artério-veineuse sur la lèvre blanche et rouge qui a été partiellement traitée. Entre-temps, elle est tombée enceinte et ça fait une poussée pendant sa grossesse. Alors que l'autre lésion qui est frontale, elle a fait sa première poussée pendant la grossesse et est restée battante et chaude en postpartum. Diapo d'après. Diapo d'après, s'il vous plaît. Donc voilà, sur un plan schématique, les malformations artério-veineuses superficielles sont un petit peu identiques comme les MAV cérébrales ou médulaires. Donc il s'agit de shunt artério-veineux entre les artères et les veines. Il n'y a pas de lit capillaire, mais elles peuvent être localisées partout. Là, initialement, sur la première diapo, je vous ai montré les localisations cervico-faciales, mais les malformations artério-veineuses, elles peuvent bien sûr être localisées également sur les membres et également en profondeur. Ensuite, il faut analyser quels tissus sont atteints, si c'est uniquement la peau, la sous-peau ou également les muscles, voire d'autres organes. Diapo d'après. Donc là, sur cette diapositive, vous voyez une jeune fille qui initialement a fait sa première poussée pendant la puberté. Donc comme je vous ai dit initialement, ça reste des malformations extrêmement hormono-sensibles. Donc on avait décidé pendant la puberté de la traiter par embolisation et par chirurgie. Sur les contrôles itératifs ensuite Doppler et en artériographie, on a vu qu'il restait un minime reliquat, mais qu'il n'y avait pas d'indication à la traiter. Et donc cette jeune femme, elle a fait, malgré le petit reliquat, trois grossesses sans qu'il y a eu de poussée pendant ni après ces grossesses qu'elle a donc pu mener à bien. Diapositive d'après. Donc, toute malformation artério-veineuse superficielle peut potentiellement passer par ces 4 stades qu'on a décrits. C'est les stades de Schobinger, M. Schobinger qui avait décrit ces stades, qui sont des stades cliniques. Le stade 1, on dit que c'est le stade de la dormance. Et puis ensuite, on peut passer éventuellement, potentiellement dans sa vie, au stade 2, 3 ou 4. Le 4 reste un stade extrêmement rare. Le risque pendant la grossesse, quand les patientes font ces poussées, c'est plutôt un stade 2, c'est-à-dire une augmentation de la taille de la malformation artério-veineuse et exceptionnellement, ils peuvent avoir une insuffisance cardiaque. Alors, on sait que ces patientes peuvent faire des poussées et que dans un quart des cas environ, ces poussées, elles ne sont pas régressives après la grossesse. Pour les autres, elles régressent spontanément sans qu'on fasse un traitement invasif, que ce soit par chirurgie ou par radiologie interventionnelle. Alors, ceci est basé plutôt sur une expérience clinique, car on n'a pas fait de vraies études sur la grossesse jusqu'à présent. Mais voilà, globalement, c'est stade 2 ou 3 et éventuellement une décompensation qui est le stade 4. Diapositive d'après. Alors, on sait que la plupart des malformations artério-veineuses sont des malformations artério-veineuses sporadiques. On a quand même toutefois découvert les dernières années qu'il y a ces associations qui s'appellent les CM-AVM1 et 2, qui sont donc dépendants des gènes RASA1 et SB4. Et chez ces patientes, on peut avoir dans une minorité de cas des MAV intracrâniennes ou des MAV spinales qui peuvent être associées. Et bien sûr, dans ces cas-là, on propose quand même un bilan imagerie, donc cérébral et médulaire,
avant la grossesse pour qu'on sache s'il y a des malformations associées. Mais la plupart des malformations artério-veineuses superficielles sont des malformations artério-veineuses sporadiques. Alors, c'est encore dans le domaine de la recherche de voir s'il y a éventuellement des néomutations ou des mutations somatiques qui peuvent être associées. Diapositive suivante. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir pendant une grossesse dans une malformation artério-veineuse? Il faut savoir que certaines de ces patientes, on les met sous bêta-bloquants. Et donc, ces bêta-bloquants, il faut les arrêter. En tout cas, nous, on conseille de les arrêter pendant la conception. Les malformations artério-veineuses ne présentent pas de troubles de coagulation, contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres malformations veineuses, pour lesquelles souvent on nous pose la question si oui ou non on peut faire une anesthésie par péridurale. Dans une malformation artério-veineuse, ceci est autorisé, ainsi que l'accouchement par voie basse. Donc le seul risque, c'est vraiment en fait, l'augmentation de la taille et la non-régressivité éventuelle de cette malformation artério-veineuse pendant la grossesse. Donc exceptionnellement, on a vu chez des patients une aggravation clinique avec des douleurs et une impotence fonctionnelle qui a nécessité un accouchement en urgence et un traitement en urgence. Mais globalement, on surveille ces patients et ces patientes par Doppler et on les revoit après l'allaitement à distance en consultation. Donc c'est vraiment important de rassurer ces patients et puis de leur dire que même si c'est des atteintes superficielles, il n'y a pas de risque de saignement parce qu'ils nous posent toujours la question d'une explosion, entre guillemets, de ces vaisseaux qui peuvent être superficiels et relativement impressionnants. Donc ça, c'est vraiment très important. Diapo suivante. Voilà, donc en conclusion, je pense qu'il faut aborder ce problème de la grossesse vraiment en amont. Quand on a des patientes qui sont jeunes, les rassurer que les grossesses sont envisageables dans une malformation artério-veineuse, qu'il y a certes peut-être un risque de poussée, que dans une minorité de cas, ces poussées ne sont pas régressives. Il faut également donc envisager 2 cas cliniques chez ces patientes en âge de procréer. Si la malformation artério-veineuse est traitable sans qu'il y ait un préjudice esthétique majeur par le traitement, eh ben, nous, on conseille de les traiter avant une grossesse pour éviter notamment une poussée pendant la grossesse. Si toutefois le traitement ne nous semble pas simple ou avec un préjudice esthétique, eh ben, dans ce cas-là, on propose plutôt une surveillance clinique et par Doppler. Et je dirais peut-être un cas un petit peu particulier, c'est ces CM-AVM type 1 et 2 où il faut en amont donc faire une imagerie cérébrale et médulaire et puis être un tout petit peu plus vigilante parce qu'on a vraiment l'impression que c'est extrêmement rare les insuffisances cardiaques, mais on a l'impression qu'on l'a vu un tout petit peu plus chez les patientes avec des localisations sur les membres supérieurs et donc c'est lésions cutanées un peu particulières qui évoquent ces 2 mutations RAS1 ou FB4. Merci pour votre attention. Merci, Dr Misdor. On a reçu quelques questions. Si la MAV est découverte pendant la grossesse, y a-t-il un bilan d'extension à faire? Non, si elle est découverte pendant la grossesse, on fait un Doppler pour avoir le diagnostic, on rassure le patient, mais il n'y a pas d'indication à faire une IRM ou un examen qui serait nocif pour le bébé ou la maman. D'accord, merci. Concernant les risques de l'érysipèle et des complications sur la grossesse, quelle prévention et quelle prise en charge? Alors l'érysipèle, c'est quand même exceptionnel. L'érysipèle, c'est plus dans des malformations lymphatiques éventuellement. Dans les artério-veineux, on n'a pas tellement de complications infectieuses. Si c'est le cas, on peut les mettre sous antibiotiques et corticothérapie courte éventuellement. Et la deuxième partie de la question, je ne sais pas si j'ai répondu à tout.
Oui, oui, c'était ça. Voilà. Une embolisation est-elle possible pendant la grossesse? Elle est déconseillée parce que c'est quand même un examen qui se fait donc sous radiologie interventionnelle, donc avec une exposition des rayons. Donc c'est plus quelque chose qu'on peut proposer quand on a une malformation artério-veineuse intracrânienne ou médulaire, parce qu'il y a quand même plus un risque vital, mais dans une malformation artério-veineuse, c'est vraiment exceptionnel. Je vous dis, chez la seule personne où on l'a fait, c'était parce qu'elle avait vraiment une impotence fonctionnelle du membre supérieur et qu'on a fait accoucher la patiente plus rapidement, et puis ensuite on a fait l'embolisation. Mais on essaye d'éviter quand même une embolisation en urgence dans une ALF superficielle, si le bébé est encore dans le ventre de la maman. D'accord. Et on a reçu une dernière question. Y a-t-il une contre-indication à la pilule si la MAV augmente pendant la grossesse? Ou alors est-ce que cela contre-indique une grossesse ultérieure? Non, alors la pilule, on évite une pilule œstroprogestative, on va préférer une pilule plutôt progestative. Si une MAV augmente pendant la grossesse, c'est vrai qu'elle est très hormonosensible et dans ces cas-là, on préfère vraiment plutôt une mini-dosée ou sinon vraiment une progestative, c'est plus sûr. Mais il n'y a ni de contre-indication pour mener une autre grossesse à bien. Alors on prévient juste que souvent quand on a fait une poussée pendant une première grossesse, il y a bien sûr un risque de refaire une poussée après une deuxième, et donc on déconseille qu'on fasse 4 ou 5 grossesses après. Donc on autorise, on conseille plutôt 2 grossesses, mais pas plus. Merci, Dr Widor, pour cette présentation. Merci. Et on va passer la parole au Dr Stéphane Vigne. Bonjour à tous. Je vais vous donc présenter les lymphœdèmes primaires et la grossesse. Diapositive suivante. Diapositive suivante, vous m'entendez bien? Ouais. Alors, lymphœdème, augmentation de volume d'un membre ou de plusieurs membres et ou d'un segment de membre. Il s'agit d'une anomalie constitutionnelle lymphatique. La lymphe a comme principal rôle de recycler les liquides, les cellules et les protéines qui sont passées dans le secteur extravasculaire après la fuite au niveau des capillaires. Un point important, cette pathologie touche avant tout les femmes et les femmes jeunes. Donc le problème de la grossesse se pose beaucoup puisque environ 6-7 femmes pour 2 à 3 hommes. Diapo suivante. Alors, je vais faire un petit schéma où on peut voir que au niveau du réseau donc artériel, capillaire et veine, vous avez une fuite dans le secteur extravasculaire et les capillaires ce sont les seules structures anatomiques qui sont fenêtrées et qui vont donc récupérer ces grosses cellules, ces protéines. Puis ensuite, les collecteurs lymphatiques, comme vous pouvez voir sur le schéma en haut à droite, vont être valvulés comme les veines et recouverts de petites cellules musculaires lisses en rouge qui vont propulser la lymphe jusqu'au niveau des ganglions. Et ensuite, cette lymphe passera dans le canal thoracique et au veineux dans la veine qui est sous la clavicule gauche. Et donc, circuit fermé où la production de lymphe est en permanence absorbée et puis ensuite par le système veineux. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante. Il y a un décalage, Stéphane, Alors, je crois. Pardon, excusez-moi. Donc, ce qui est important à voir dans ces pathologies lymphatiques, c'est que la stase lymphatique, donc par déficit primitif lymphatique, s'accompagne très rapidement d'une stimulation des fibroblastes, des adipocytes et des kératinocytes qui vont in situ, localement, entraîner un dépôt de tissu adipeux, donc un engraissement entre guillemets, et surtout un épaississement de la peau dans le territoire où la lymphe stagne. Donc, ce qui conclut que cette pathologie est plutôt une pathologie tissulaire, avec de la peau, du tissu adipeux et une partie lymphatique. Ce sera la seule partie qui sera donc réversible sous traitement. Diapo suivante.
Vous avez donc un signe classique hein, pour se repérer pour le lymphodème, c'est la possibilité technique de plisser la peau du pied, que vous avez ici sur l'orteil ou à la base de l'orteil, et la peau étant épaissie, confirme le lymphodème, puisque la peau est épaissie, et donc n'est pas plissable. C'est ce qu'on appelle le signe de Stemmer. Diapositive suivante. Alors vous avez ici des exemples de lymphodème ayant débuté à l'adolescence, avec à droite donc une jeune fille qui a 14 ans et qui a un lymphodème donc unilatéral, et des formes plus évoluées où l'atteinte est souvent strictement unilatérale, avec un membre qui peut être beaucoup plus volumineux que le membre contralatéral normal. Et vous voyez sur la photo du milieu l'apparition au niveau du mollet de papillomatose, c'est-à-dire de production de tissus fibreux en excès, qui est là aussi le témoin de la production par les fibroblastes de collagène dû à la stase lymphatique chronique. Diapositive suivante. Donc, alors, une diapositive tout à fait récente pour vous montrer qu'il y a un démembrement des lymphodèmes primaires par la génétique et que chaque année, 1 à 2 nouveaux gènes sont retrouvés chez les patients ayant des lymphodèmes, en sachant que, pour l'instant, si on groupe toutes les pathologies lymphatiques, les lymphodèmes primaires et les mutations génétiques, on ne retrouve que 50%, voire moins, d'explications dans ces formes qui sont donc toujours essentiellement sporadiques et très peu génétiques, familiales, comme on va le voir après. Diapositive suivante. Là aussi, vous avez des lymphodèmes qui sont ce qu'on appelle syndromiques, donc qui appartiennent à des syndromes beaucoup plus complexes, beaucoup plus rares encore que le lymphodème primaire, avec un lymphodème qui n'est jamais au premier plan de la pathologie, où par contre le retard mental, les troubles digestifs ou les pathologies hépatiques ou neurologiques sont au premier plan. Ces patients-là sont beaucoup plus graves et beaucoup plus sévères que le lymphodème primaire isolé. Diapositive suivante. Vous avez ici les deux principaux gènes mutés de lymphodèmes familiaux, la maladie de Milroy, qui est due à une mutation du gène du VEGFR3, hein, VEGF voulant dire vascular endothélial growth factor récepteur 3, de transmission autosomique dominante, c'est-à-dire que dans les familles, un enfant sur deux a un risque d'être atteint, et chaque génération a un patient, un ou plusieurs personnes d'atteinte. Deuxième syndrome que vous pouvez voir, qui est la familiale aussi, le syndrome d'istichiasis lymphodème, avec une mutation sur le gène FOXC2, de transmission autosomique dominante. Et là, vous voyez, associé au lymphodème, vous avez sur la diapositive, là où il y a les flèches, des cils surnuméraires qui poussent dans la face interne et qui peuvent frotter sur la cornée. Diapositive suivante. Donc le lymphodème primaire est une pathologie qu'on ne peut pas guérir, mais dont le traitement est un traitement purement physique. Et le traitement est un traitement physique basé sur des bandages, donc vous allez voir une photo après, et sur des compressions élastiques qu'on appelait avant les contentions. Et donc ces deux éléments physiques permettent de maintenir le volume réduit. Et pendant la grossesse, le principal souci, compte tenu des œdèmes parfois surajoutés lors de la grossesse, c'est la difficulté technique de pouvoir mettre des compressions élastiques ou des bandages en raison de la perte de la souplesse au niveau abdominal, et donc la difficulté à se traiter, avec le risque pendant cette période d'avoir le membre moins bien traité et donc augmentant de volume. Diapositive suivante. Alors voilà un exemple de ce que vous pouvez voir comme traitement à la fois en termes de bandage et de compression. Et donc vous voyez bien la difficulté quand on est enceinte de pouvoir atteindre son pied pour faire ces bandages qui sont nécessaires pour maintenir le volume réduit. De même pour porter les compressions élastiques, l'enfilage d'un ou deux bas en superposition parfois est difficile puisque les patientes ont du mal à se plier au niveau abdominal pour enfiler ces bas. Donc, il faut souvent demander l'aide d'une tierce personne ou utiliser des matériels spécifiques. Diapositive suivante. Donc, la grossesse est maintenant possible. Vous savez qu'il y a 30 ans, les femmes qui avaient un lymphodème primaire étaient considérées comme interdites de grossesse. Ça a quand même beaucoup changé. Maintenant, c'est quelque chose qui est complètement faisable. Bien que le lymphodème parfois puisse être un peu plus sévère pendant la grossesse si le traitement physique est rendu difficile par le volume du ventre. Ce traitement, bien sûr, est contraignant, mais s'il arrive à être fait correctement,
le volume peut rester constant. Et également, il y a un élément important qu'il faut souligner. On conseille toujours aux femmes qui sont enceintes ou qui vont l'être de ne pas prendre plus de 10-12 kilos dans la mesure du possible, car vous avez vu que la partie tissulaire adipeuse du lymphœdème est importante. Et donc, s'il reste du poids après la grossesse, le lymphœdème peut en profiter, entre guillemets, pour augmenter de volume. Donc, les messages importants à retenir, c'est le traitement compressif à maintenir si possible, la prise de poids la plus modérée possible et la poursuite du traitement pendant la grossesse en fonction des difficultés techniques qui peuvent survenir. Je vous remercie. Merci docteur. On a reçu quelques questions. Une grossesse peut-elle déclencher un lymphodème? Alors effectivement, dans la littérature, et certaines patients donc, qui n'ont pas de lymphodème avant la grossesse, donc qui ne sont pas diagnostiqués comme lymphodème primaire, ont des œdèmes pendant la grossesse, dont certains ne régressent pas et donc sont les premiers signes de lymphodème. Il y a quelques cas comme ça, absolument, ça a été considéré comme des facteurs entre guillemets décompensant une situation sous-jacente qui était juste équilibrée et où la grossesse, par son augmentation de volume des membres inférieurs et parfois par l'altération minime du système lymphatique, a pu entraîner des lymphodèmes primaires chez les femmes jeunes. Absolument. Merci. Actuellement enceinte de 19 semaines, quels sont les risques liés à mon lymphodème d'origine primaire? Quelles précautions à prendre? Dois-je faire plus de bandage et de drainage lymphatique? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer de maintenir un traitement avec la compression, donc les bas de qualité qui est utilisable au préalable. Les bandages, si nécessaire, soit qui s'arrêtent parfois au niveau du genou ou en haut de la cuisse, en sachant que, comme je vous l'ai dit, parfois techniquement, l'accès au pied ou au mollet n'est pas facile et là, il faut se faire aider. Donc, le but, c'est maintenir le traitement le mieux possible, adapté bien sûr aux contraintes de la grossesse. Mais il faut essayer de ne pas interrompre le traitement puisque la maman inférieure peut grossir et à ce moment-là être après plus difficile à recontrôler après la grossesse. Y a-t-il des contre-indications chez certaines patientes? Dans les lymphodèmes primaires isolés, il n'y a pas de contre-indication à la grossesse. D'accord. Et quel est le risque pendant la grossesse de déclencher un second lymphodème? C'est-à-dire sur un autre membre? Oui, j'imagine. C'est dans le cas d'un lymphodème primaire MI installé depuis plusieurs années. Le risque d'atteinte bilatérale pendant la grossesse est aussi faible que le risque de déclenchement d'un lymphodème unilatéral pendant la grossesse. C'est-à-dire que la bilatéralisation d'un lymphodème, elle n'est pas spécifiquement due à la grossesse. Donc il n'y a pas, pour moi, dans l'expérience, sachant comme que je vous dis, il n'y a pas beaucoup dans la littérature, il y a très très peu d'articles sur le sujet lymphodème et grossesse. Donc pour moi, le risque d'atteinte bilatérale vraie d'un lymphodème est possible, mais sûrement très 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 rare. Ok. Et avez-vous des données chez des patientes ayant eu un anastomose ou une greffe ganglionnaire? Alors, on n'a aucune dans les femmes lymphodème primaire, on n'a aucune femme qui ont été traitées avec une chirurgie lymphatique et qui secondairement ont été enceintes. Souvent ces chirurgies-là se font après réflexion, parfois ou avec une évolution dans le temps, qui font que c'est des femmes qui ont déjà eu des enfants au préalable. Donc, j'ai pas cette expérience-là. Ok. Pendant ma grossesse, dois-je modifier mon alimentation afin d'essayer de contenir le lymphodème, par exemple sans sel ou sans graisse? Alors, il n'y a pas de régime spécifique alimentaire pour le lymphodème. La seule chose qu'il faut faire, c'est contrôler entre guillemets l'alimentation pour que la prise de poids globale ne soit pas excessive. C'est-à-dire ne dépasse pas, idéalement, hein, ça c'est pareil, c'est la théorie, 10 à 12 kilos pour ne pas prendre du tissu adipeux ou du gras qui pourrait se mettre dans le lymphodème. Voilà, il n'y a pas de régime spécifique, sel ou gras, pour le lymphodème. Et une dernière question. Quel est le risque le plus grave concernant le lymphodème et la grossesse, surtout lorsqu'on est déjà en surpoids? Le risque le plus grave du lymphodème, il y a bien sûr des complications infectieuses, comme disait Anouk, pour les résipelles. Il n'y a pas plus des résipelles chez les femmes enceintes que chez les femmes non enceintes, donc ce n'est pas un risque supplémentaire. Bien sûr, les résipelles est un risque infectieux avec de la fièvre, et donc toute infection pendant la grossesse est un risque spécifique.
mais il n'y a pas de. Quand on a un surpoids, le risque, c'est prendre du poids et le conserver après la grossesse. Et si on commence une seconde ou une troisième grossesse après une prise de poids dans les précédentes, le risque est de conserver ce poids et de ne pas arriver à le reperdre. Et bien sûr, là, le lymphodème peut, entre guillemets, profiter et accumuler, lui, plus de gras que le membre opposé contralatéral normal. Donc c'est ça un peu le risque. C'est le fait de conserver du poids et de se dire qu'après, on ne pourra pas pouvoir le reperdre avant une éventuelle grossesse, auquel cas on serait avec un poids final définitif beaucoup plus élevé. Et là, le lymphodème peut être beaucoup plus volumineux. Alors, je vous remercie. J'ai reçu une toute dernière question. Existe-t-il un listing des centres qui prennent en charge des femmes enceintes avec un lymphodème? Alors, il existe en France des centres, donc les centres de compétences, de référence et de compétences du lymphodème primaire. Hein. Ça, vous avez la liste sur le site favamulti.fr. Et après, spécifiquement, le traitement de lymphodème pendant la grossesse est identique au traitement de lymphodème en dehors de la grossesse. Avec les problèmes techniques qu'on peut avoir dû au manque de souplesse. D'accord, merci. Donc, merci à tous les intervenants pour leur présentation qui était très intéressante. On espère que cette première webconférence Favamulti vous a plu. Et on a 3 autres webconférences qui sont prévues pour la fin 2020. Donc, on en a une qui arrive le 14 octobre avec les signes cliniques, radiologiques et diagnostics moléculaires du syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire. Une autre le 18 novembre pour la vie après la chirurgie dans les syndromes de Marfan et apparentés. Et enfin, une dernière le 8 décembre sur les diagnostics et prise en charge des lymphodèmes. N'hésitez pas à nous envoyer vos idées de thèmes que vous souhaiteriez que nous abordions en 2021. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Julie, est-ce que je peux juste rajouter un mot sur l'étude de grossesse qui est en cours au niveau de la filière? Voilà, si certains ne sont pas au courant, on essaie de faire une étude prospective, descriptive. Voilà, donc les patients et la plupart des centres de la filière participent à cette étude. Donc tous les patients, les associations de patients qui connaissent des femmes enceintes qui souhaitent participer, c'est une étude sur questionnaire, sont les bienvenus. Le plus simple, c'est de contacter la filière, je pense. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Bonne soirée. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous, bonne soirée. Au revoir.